Il y a des histoires qu'on raconte vite. On cherche le frisson immédiat, 2 minutes de malaise, puis on passe à la suivante et on l'oublie le soir même. Puis il y a celle qu'on prend le temps d'installer. Celle qu'on ne veut pas seulement vous raconter, mais vous faire vivre. Si c'est le genre d'histoire que vous aimez, bienvenue dans les Chroniques étranges. Ici, chaque histoire est écrite, mise en scène et sonorisée comme un véritable court-métrage audio, si je peux dire ça comme ça. Une narration et un design sonore pensés pour l'écoute au casque avec une seule ambition, vous faire oublier pendant quelques minutes que vous êtes en train d'écouter un podcast. Certaines histoires sont vraies ou inspirées de faits réels, d'autres sont entièrement fictionnelles. Dans tous les cas, je tâche de vous le préciser dans l'épisode concerné. Et si vous suivez déjà la chaîne, vous reconnaîtrez sûrement les 3 récits de cette compilation. 3 thrillers que vous avez particulièrement appréciés. 3 histoires très différentes mais avec le même objectif, vous faire douter, vous immerger dans une histoire prenante avec de véritables rebondissements. Bon, trêve de blabla, on commence tout de suite avec la première histoire qui s'appelle 100%. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Il y a des endroits où l'hiver ne finit jamais vraiment. Des endroits où l'on ne compte pas les années, mais les réserves. Là-haut, avant l'hiver, on se demande combien de temps on tiendra. Dans ce village perché en haut de cette montagne, une règle que tous les villageois connaissent subsiste depuis quelques années. Il ne faut surtout pas s'approcher de la forêt, pour la simple et bonne raison que les derniers à y avoir pénétré se sont fait couper la tête. Nous sommes à une époque qu'on ne date pas, et dans un coin qu'on ne situe pas vraiment. Un village de montagne, isolé, où la neige s'installe tôt et repart tard, quand elle repart. Là-haut, les gens se débrouillent comme ils peuvent, ils ne vivent que grâce à 2 choses, ce qu'ils réussissent à faire pousser, c'est-à-dire pas grand-chose, et surtout, grâce à l'élevage. Et souvent, ce sont des moutons, c'est de la viande, de la laine et du troc. Et parfois la seule façon de tenir jusqu'au printemps. Elliot a 14 ans. Il aide déjà son père tous les jours. Il nourrit les bêtes, il les rentre, il les surveille. Il coupe ce qu'il faut avant l'hiver. Du foin, du maïs quand ça pousse ici, ce qu'ils arrivent à récolter et à stocker. Puis il le porte jusqu'à l'enclos. Il les tond aussi, quand c'est le moment, et il en prend soin. Il ne les abat pas encore. Et il redoute le jour où on lui demandera de le faire. Le père d'Elliot est un homme strict, un homme de caractère. Il ne crie pas tout le temps, il n'a pas besoin de ça. Il a cette manière de regarder, de compter, de peser, qui fait que tu te sens de trop, quand tu ne respectes pas les règles. Il compte tout, le sel, le bois sec, les bocaux, et ce que mange Elliot. Hé, t'as pris quoi là ? Elliot ne répond pas tout de suite. Il sait qu'une seconde d'hésitation suffit parfois à déclencher la suite. Je t'ai demandé, t'as pris quoi ? Un morceau ? On grignote pas. Si t'as faim, tu le dis, et on décide. Tu le sais. Ce « on » veut dire lui. Comme toujours. Mais Elliot sait que son père fait ça pour leur bien. Ils n'ont pas vraiment le choix. Chez son père, la survie n'est pas une discussion. C'est une ligne droite, et tu marches dedans sans poser de questions. Et il y a une autre règle chez eux. Une règle non négociable. Le potager. Elliot n'y touche pas. Le père s'en occupe seul. C'est comme ça. Avant, c'était la mère d'Elliot qui s'en occupait. Elle savait quoi planter, quand, où, et comment garder quelque chose vivant dans cette terre froide. Elle avait ses habitudes, ses gestes, ses repères. Puis elle est morte. Il y a 2 ans. Depuis, le père a repris le potager, mais à sa façon. Seul, sans aide, comme si c'était une affaire personnelle. Comme si c'était le dernier endroit où il devait garder la main, coûte que coûte. Et Elliot respecte cette limite. Tout près du village, il y a la forêt. On dit qu'un homme étrange, ou ce qui y ressemble, y rôde. Certains disent même qu'il y vit, mais lui aussi semble respecter des limites. Jamais il n'a franchi le bois en plein jour.
pour une raison qu'aucun villageois ne connaît. On peut parfois l'apercevoir, très loin, entre les troncs, quand la lumière tombe et que les silhouettes se confondent. Un homme gigantesque qui semble poilu, trapu, et toujours une hache à la main. Elliot le déteste. Il le déteste parce que, pour lui, ce n'est pas une rumeur. C'est une histoire vraie. Son histoire. Sa mère s'était aventurée dans la forêt une seule fois. Ce jour-là, le père était cloué au lit. Une forte grippe, une fièvre, quelque chose qu'il avait vidé au point de ne plus pouvoir sortir couper du bois. Et s'il ne coupait pas du bois, il passait l'hiver dans le froid. Alors la mère a pris la hache, elle est partie, et elle a dit qu'elle reviendrait vite. Elle n'est jamais revenue. Au petit matin, on n'a retrouvé qu'une seule chose, posée à la lisière de la forêt. Sa tête. C'est à partir de là que la peur s'est installée pour de bon, et que la légende de l'homme à la hache est devenue plus qu'une légende. Ce soir-là, 2 moutons se font vieux. Ils ne mangent pour rien. Elliot baisse les yeux sur son assiette vide, et il sait ce qu'il vient. Il aime ses bêtes. Demain, c'est toi qui t'en charges. Elliot se fige. Il relève la tête, la gorge serrée. Père, Tu prendras le couteau et tu feras ce qu'il faut. On n'a pas le choix. Tu abattras tes premiers moutons. Tu as 14 ans, Elliot. Tu es un homme maintenant. Elliot a envie de répondre, de dire non, de dire qu'il ne peut pas, qu'il n'a jamais voulu ça, qu'il les connaît, ces bêtes, qu'il les a nourries, qu'il les a soignées, qu'il les aime, même à sa manière. Mais il ne dit rien, parce qu'il sait déjà ce qu'on lui répondra, qu'ils doivent manger, qu'ils n'ont pas le choix. Et il comprend cela. La nuit tombe et Elliot part se coucher. Il ne dort pas. L'idée du sang sur ses mains le rend malade. Il tourne dans son lit, les yeux grands ouverts dans le noir. Et puis, dans son insomnie, il entend un bruit dehors. Il se lève, il s'approche de la fenêtre givrée, il plisse les yeux. Dans le jardin, une ombre se découpe sur la neige. Une silhouette gigantesque. L'homme à la hache. Elliot sent sa gorge se serrer. Ce n'est pas de la peur pure, c'est autre chose. Un mélange de haine, de tension, et de cette image qui revient toujours. La lisière, le matin, et la tête de sa mère. La silhouette obscure et gigantesque dans cette nuit noire semble tenir quelque chose dans ses bras. Non, pas quelque chose. On dirait 2 moutons, un dans chaque bras, comme un enfant soulèverait un simple jouet. L'homme s'enfonce simplement dans la montagne, en direction de la forêt. Elliot est paralysé. Il veut hurler. Il veut réveiller son père. Mais il regarde la porte fermée de la chambre paternelle. Et il ne fait rien. La peur du monstre dehors est terrible. Mais la peur de la colère de son père est pire. Il sait ce qui lui arrivera s'il se trompe. Hébété, Elliot regarde la silhouette de ses bêtes disparaître dans la nuit, emportée vers la montagne. Et il retourne se coucher, en silence. Au matin, Elliot est réveillé par la lueur du soleil qui traverse la fenêtre. Le père est debout devant l'enclos. Il ne bouge pas. Il regarde juste le vide, là où les bêtes devraient être. Elliot se précipite dehors en le voyant par la fenêtre. Il arrive en courant, le souffle court, la veste mal fermée. Il voit l'enclos, les 2 vieux moutons manquent, et des traces de pas au moins 2 fois plus grandes qu'un homme normal sont formées dans la neige. Et il voit le dos de son père. Il ne s'était donc pas trompé. Il sait qu'il aurait dû le prévenir. Père. Le père se retourne lentement. Son visage est gris comme la pierre. Ils ne sont plus là. Elliot sent la panique monter. Il n'a désormais plus le choix d'expliquer à son père ce qu'il a vu. Maintenant, à la lumière du jour, la terreur de la veille lui semble stupide. Je l'ai vu. Je l'ai vu, père. Cette nuit. Le père plisse les yeux et saisit le bras du garçon. Tu l'as vu ? Oui, l'homme de la montagne, il était là. Il était immense. Il les a pris sous ses bras et... Tu l'as vu ? Et tu n'as rien fait ? Tu n'es même pas venu me chercher ? Elliot bafouille. J'avais peur que tu... Que je quoi ? Que je te gronde si tu te trompais ? Tu n'es plus un enfant, Elliot. Ce monstre a déjà assez volé de bêtes au village pour qu'on reste les bras croisés. J'aurais dû m'en douter. C'est toujours quand on décide de les abattre qu'il nous les vole. À croire que ce monstre nous observe. Le père le lâche avec dégoût. Elliot recule et manque de tomber. Tu mens, Elliot. Ou alors tu es un lâche. Et je ne sais pas ce qui est pire.
Tu as regardé notre nourriture partir sans bouger le petit doigt. Comme ta mère, toujours à regarder et à fuir la réalité. C'est notre nourriture qui s'est envolée. Le père rentre à la maison. Elliot le suit, la tête basse. Le père va vers l'armoire au fusil. Elliot a un espoir. Si son père sort le fusil, c'est qu'il va chasser, qu'il va régler le problème. Mais le père ne sort pas la clé de l'armoire. Il va dans le coin, près de la cheminée. Il attrape la vieille hache, celle aux manches usées par des années de coupe, et il la tend à Elliot. Tiens. Le garçon regarde l'outil. Il pèse une tonne dans ses mains d'enfant. Père, le fusil? Le fusil. Pourquoi faire? Tu trembles déjà. Tu vas gâcher une balle. Les balles, ça coûte de l'argent, et tu nous en as déjà assez fait perdre pour aujourd'hui. Le père s'assoit et se sert une boisson chaude, calmement. C'est ta faute, Elliot. C'est toi qui n'as pas donné l'alarme. C'est toi qui as laissé faire. Alors c'est toi qui répares. Tu vas y aller. Tu vas suivre les traces. Et tu vas me ramener mes bêtes. Ou au moins de la viande. Elliot regarde par la fenêtre, la forêt. Cette masse noire où sa mère est entrée pour ne jamais revenir entière. Mais tu as dit qu'il ne fallait jamais... J'ai dit qu'on n'avait pas le choix. Il tape du poing sur la table. Tu assumes les conséquences. Sors d'ici et ne reviens pas les mains vides. Elliot marche. Il a mis son gros manteau de laine, mais le froid passe à travers. La hache pèse sur son épaule. Il suit les traces. Elles sont profondes, énormes. Des pas qui ne ressemblent à rien d'humain. Il arrive à la lisière, la limite invisible, le territoire du monstre qui a décapité sa mère. Devant lui, les sapins sont si serrés qu'il fait presque nuit en dessous. Il hésite. Mais derrière lui, il y a la maison. Et son père posté là, à la fenêtre, bras croisés, le fixant. Entre la peur de mourir et la peur de décevoir, Elliot a choisi. Alors il avance, et il marche longtemps. Tant que je rentre avant la nuit, je ne risque rien. Se dit-il. La forêt est un labyrinthe. Les traces montent, descendent, tournent. Le jeune garçon est épuisé. Il n'a rien mangé depuis la veille au soir. La hache lui scie l'épaule. Il se sent observé. La panique commence à monter. Il entend parfois des petits craquements. Trop discrets pour être des pas de géant, mais assez forts pour lui paraître être suivi d'assez près. Il accélère alors. Il ne regarde plus vraiment où il met les pieds. Il veut juste retrouver ses maudits moutons et rentrer. Il court presque maintenant. À un moment, il croit voir de la fumée dépasser de la cime des arbres. En avançant, la tête regardant le ciel, son pied se prend dans quelque chose. Il se met à dévaler la pente de la montagne, sans ne rien pouvoir faire. La hache lui échappe des mains. Le ciel, les arbres, la neige, tout se mélange. Puis, un choc violent contre la tempe. Le réveil n'est pas vraiment brutal. Il est plutôt pâteux. Elliot a l'impression d'émerger d'une eau trouble et glacée. La première chose qu'il sent, ce n'est pas la douleur. C'est l'odeur. Ça sent la résine de sapin, la viande fumée et la vieille laine. La douleur arrive ensuite, comme s'il avait reçu un coup de marteau dans le crâne, pile sur la tempe. Il ouvre les yeux. Il fait sombre, mais chaud. Il porte une main à sa tête et il sent un linge humide et froid. De la glace pilée enveloppée dans un chiffon propre. Quelqu'un semble l'avoir soigné. Il se redresse brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il n'est pas dehors, il est dans une cabane, ou une grotte aménagée. Les murs sont faits de troncs bruts, énormes. Le feu craque dans l'âtre de la cheminée sur laquelle est posée une marmite qui doit faire à peu près sa taille. Mais surtout, il n'est pas seul. Il entend ça, et tout son ventre se retourne. Dans sa tête, c'est immédiat. La hache, le sang, la légende. Puis le son s'arrête. Dans le coin de la pièce, assis sur une souche, il y a une montagne. L'homme des bois. Il est là, en chair et en os. Il est encore plus grand que ce qu'Elliot avait imaginé. Même assis, ses épaules semblent toucher les poutres du plafond. Il est couvert de peau de bête. Ses cheveux sont une crinière emmêlée et sa barbe semble ne pas avoir été coupée depuis des années. Il ressemble à un ours qui aurait appris à s'asseoir. Mais il paraît étonnamment assez jeune, sous cette touffe de poils. Dans ses mains gigantesques, il tient quelque chose. Elliot plisse les yeux. C'est la hache, celle que son père lui a donnée. Entre les doigts du géant, elle ressemble à un cure-dent.
Elliot se colle contre le mur, terrifié. L'image de sa mère lui revient. La tête tranchée, le sang sur la neige. La colère prend le pas sur la peur. Une colère d'enfant blessé. C'est toi, l'ordure. L'homme ne bouge pas. Il lève lentement les yeux. Il est calme. Seul son souffle animal se fait entendre. Il lance ce qu'il a dans son autre main, une laine chaude. L'enfant sursaute, et il reprend. T'as tué ma mère. Elliot hurle presque. Il cherche une arme des yeux. Rien, juste cette masse immobile en face de lui. Réponds. Pourquoi tu me tues pas? Vas-y, coupe-moi la tête comme t'as coupé celle de ma mère. Le géant ne répond pas. Pourquoi tu m'as emmené ici? Manger. L'homme se lève et avance. Elliot se protège le visage avec ses bras. Il attend le coup. Mais le coup ne vient pas. L'ombre du géant le recouvre. L'odeur de la forêt est plus forte. L'homme tend la main. Elliot recule, acculé. Mais la main ne frappe pas. Elle s'ouvre. L'homme pointe un doigt épais vers le visage d'Elliot, puis vers la porte, puis vers le sol. Il ouvre la bouche. On dirait que parler lui demande un effort surhumain, comme soulever un rocher. Sa voix est un véritable grondement de basse qui fait vibrer la poitrine d'Elliot. Citrouille. Elliot reste figé, la bouche ouverte. Quoi? L'homme fronce les sourcils. Concentré, il insiste. Citrouille. Dessous. Ces mots n'ont aucun sens. Le silence retombe, et l'homme recule pour se rasseoir sur sa souche. Elliot entend juste le feu qui craque. Il regarde ce géant. Il regarde la hache posée sur la souche. Et il regarde la porte, entr'ouverte, qui laisse passer un filet d'air froid. L'instinct de survie reprend le dessus. La confusion est trop forte. Ce n'est pas un sauvetage. C'est un piège. Il en est sûr. Et on ne dîne pas avec le diable. Il se jette vers la sortie. Il s'attend à être agrippé, broyé, mais personne ne le retient. Il pousse la lourde porte en bois et court. Il ne sent plus sa douleur à la tête. Il ne sent plus le froid. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Il dévale la pente, trébuche, se relève, mais il ne se retourne pas. Pourtant, au fond de lui, il sait que l'homme n'est pas très loin derrière. S'il s'était retourné, il aurait vu l'homme immense, debout sur le seuil de sa cabane, immobile. Il court vers le village, vers la maison, comme un agneau égaré. Le garçon est enfin devant la porte. Il a froid, il a mal à la tête, mais surtout, il a peur. Mais ce n'est plus de l'homme dans les bois qu'il redoute. Il n'a pas ramené les moutons, et il n'a pas ramené de viande. Dans l'encadrement, le père le regarde, comme s'il attendait là depuis son départ. Il ne regarde pas son fils blessé. Il fixe ses mains, vides. T'as rien. Elliot secoue la tête, incapable de parler. Le père ne crie pas. Il a ce petit sourire triste et rempli de déception qui fait plus mal qu'une gifle. Je m'en doutais. T'es revenu, Bredouille. Père, j'ai failli... Tu ne rentres pas. La voix du père est étouffée par le vent qui s'engouffre par la porte encore ouverte. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Il est grand temps que tu comprennes certaines choses. Dors avec les bêtes. Si t'as froid, tu n'auras qu'à te serrer contre elles. La faim lui tord l'estomac, mais son esprit est ailleurs. Il repense à la chaleur de la tanière qu'il a fui, à la couverture qu'il a refusée, et à ce mot débile. Citrouille. Pourquoi il a dit ça? Elliot s'endort avec cette énigme qui tourne en boucle dans sa tête. Les jours passent et la faim s'installe vraiment. Le père ignore son fils. Il fait comme s'il n'existait pas. Jusqu'à ce matin-là. Le père est dans le jardin, près de la clôture. Il appelle. Elliot, viens voir ça. Elliot s'approche. Dans la neige, juste à la limite du jardin, il y a un de leurs moutons, mort. Il n'a aucune blessure, pas de sang, pas de morsure. Il est juste là, posé comme une offrande. Le père sourit, un vrai sourire cette fois. Tu vois, la chance tourne. Ou alors la bête a eu pitié de nous. Il sort son couteau. Allez, aide-moi à le tirer. On mange de la viande ce soir. Ce soir-là, il mange. Le père se goinfre, rattrapant les jours de privation. La graisse coule sur son menton. Elliot, lui, mange plus lentement, l'esprit occupé. Il regarde par la fenêtre.
Il voit le potager, les citrouilles, couvertes de givre qui ressemblent à des crânes blancs sous la lune. Citrouille, dessous. Le père s'essuie la bouche. Qu'est-ce que tu as? Mange. C'est peut-être la dernière fois avant longtemps. Elliot se lève. J'ai assez mangé. Rassieds-toi. Je vais vérifier l'enclos. Je reviens. Le père hausse les épaules et se resserre. Elliot ne va pas à l'enclos, il va au potager, là où c'est interdit, là où le père passe ses journées à retourner la terre. Il prend une pelle qui traîne contre le mur, il avance jusqu'à la plus grosse citrouille, celle qui a poussé trop vite et qui est presque trop ronde et trop parfaite pour ce climat. Et il creuse. Il creuse. La terre est dure, mais il tape fort. La rage lui donne de la force. Dessous. Il creuse encore, quasiment un demi-mètre, mais il n'y a rien, juste des racines. Il est prêt à abandonner, il se dit qu'il est fou, qu'il a écouté un monstre. Et puis, la pelle tape quelque chose de plus mou. Il s'arrête et se met à genoux. Il gratte avec ses mains, il enlève la terre, puis il voit un tissu. Il en est quasi sûr, il connaît ce tissu. Son cœur se met à battre fort, 2 fois plus vite. Alors il gratte encore, frénétiquement. Une main apparaît, blanche, gelée, puis une épaule. Elliot a le souffle coupé. Il dégage alors le reste. C'est sa mère. Elle est là, entière. Enfin, presque. Le corps est conservé par le froid. On dirait qu'elle dort. Mais il manque la tête. Et sur son corps, des traces. Pas des traces de griffes ou des traces de dents. Des bleus, des os cassés, des traces de coups. Et un bras est tordu dans un angle impossible. Elliot recule, horrifié, le souffle coupé par la nausée. Tout se bouscule dans son esprit, mais des morceaux s'assemblent. La soi-disant grippe du père, le départ forcé de la mère, la légende du monstre bien pratique. Et si ce n'était finalement pas l'homme de la forêt qui avait tué sa mère? Une ombre s'étend sur le trou et le corps de sa mère. Elliot se retourne lentement. Son père est là. Il tient la hache à la main. Il ne sourit plus. Je t'avais dit de ne jamais toucher au potager, Elliot. Elliot est tétanisé, au bord du trou. Son père ne le menace pas tout de suite. Il a l'air presque soulagé d'en parler. Il caresse le manche de sa hache avec le pouce. Elle boitait, Elliot. Tu t'en souviens? Sa voix est calme. Sa jambe traînait. Elle ne pouvait plus porter de lourdes charges. Elle mangeait, mais elle ne rapportait rien. C'était une bouche inutile, et l'hiver arrivait. Il crache par terre près du corps de sa femme. Et puis, elle allait souvent là-bas, vers la forêt. Elle disait qu'elle cherchait des herbes, mais je sais qu'elle le voyait. Lui, le voleur, l'abomination. Il pointe la hache vers Elliot. Ce monstre nous vole tout, nos bêtes, et il a volé la tête de ta mère bien avant que je ne lui la coupe. Le garçon sent les larmes gelées sur ses joues, et la rage commence à remplacer la peur. Le père s'avance d'un pas. La neige crisse. Tu es jeune, tu es sentimental, mais tu vas comprendre. On fait ce qu'on doit faire pour survivre. C'est elle ou nous, c'est les faibles ou les forts. Tu comprends ça, Elliot? Elliot serre les poings. Non. Le visage du père se durcit. La lueur de folie s'éteint pour laisser place à une froide résolution. C'est dommage. Il lève légèrement la hache. Dans ce cas, tu ne diras rien, n'est-ce pas? Elliot ne répond pas. Il se lève aussitôt et court sans réfléchir. Il fonce vers les arbres, là où se trouve le brouillard épais de l'hiver. Elliot, reviens ici. C'est une véritable chasse. Elliot est plus léger, mais la neige est profonde. Il trébuche et se rattrape aux branches. Son père est derrière. Il grogne comme une bête. Elliot sent le souffle de son père se rapprocher. Le garçon court à perdre haleine. Il ne pense qu'à une seule chose, fuir celui qui le traque comme une proie. Il arrive dans une petite clairière. Son pied accroche une racine et il trébuche. Encore une fois. Il essaie de ramper, mais une botte s'écrase sur son mollet. Il hurle. Son père est au-dessus de lui. Immense, la hache levée vers le ciel noir. T'es aussi maladroit qu'elle. Je t'aimais bien, gamin, vraiment. Mais tu me laisses pas le choix. La hache commence à descendre. Elliot ferme les yeux. Le père s'arrête aussitôt, hache en l'air, cherchant du regard l'origine de ce bruit autour de lui.
Mais une main surgit de la brume. Une main large comme une pelle, couverte de poils et de terre. Elle se referme sur le poignet du père. Le cri du père est strident. La hache tombe mollement dans la neige. Le géant est là. Il ne regarde même pas le père qui se tord de douleur à genoux, tenant son poignet en miettes. L'homme des bois se baisse. Il ramasse la hache. Le père recule en rampant, pleurnichant comme un enfant. Non, 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 pitié, pitié. Le géant ne frappe pas. Il se tourne vers Elliot. Il le soulève de terre avec une douceur infinie, comme s'il ramassait un oisillon tombé du nid. Et il le plaque contre son torse immense qui sent la résine et la fumée. Il se détourne du père et il part. Il s'enfonce dans la forêt, emportant le garçon avec lui. Derrière eux, dans la nuit, il ne reste que les gémissements du père, seul, avec sa douleur et sa haine. Zootopia 2 has come home to Disney Plus. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working at it. Zootopia 2, now available on Disney Plus, rated PG. L'hiver s'est abattu sur la montagne avec une violence que même les anciens du village n'avaient jamais connue, isolant le chalet du reste du monde, derrière un mur de neige infranchissable. Pour Elliot, ce n'était plus une prison, mais une forteresse. Ce n'était pas la grotte humide qu'il avait imaginée dans ses cauchemars, mais une véritable maison. Une bâtisse faite de troncs entiers que le géant avait assemblés lui-même, force de la nature, pliant la nature à sa volonté. Il a fallu du temps à Elliot pour apprivoiser cet espace et son hôte. Au début, il observait en silence cet immense corps couvert de cicatrices se déplacer avec une douceur déconcertante au milieu de ses bêtes. Ces fameux moutons volés n'étaient pas du bétail pour lui, mais des compagnons d'infortune, de vieilles bêtes aveugles ou boiteuses que le village avait condamnées et que lui avait sauvées, à sa manière. Un soir, alors qu'une tempête secouait la charpente, Elliot a brisé la glace, cherchant à comprendre l'incompréhensible. Pourquoi tu ne les manges pas? On a faim? Le géant épluchait une racine tordue avec un petit couteau. Il a levé les yeux vers Elliot. Pas tué. Jamais. Mais comment tu survis? Ça fait combien de temps? Le géant a levé 2 fois ses 2 mains. 20 ans. Il a commencé à parler. C'était difficile. Les mots semblaient rouillés, comme des outils trop peu utilisés. 8 ans. J'avais 8 ans. Quand tu es parti? Quand chassé. Le géant a désigné son propre corps, ses bras trop longs, son dos voûté. Trop grand. Trop faim. Famille pauvre. Il a mimé une porte qu'on claque. Dehors. Elliot a senti une boule dans sa gorge. Il imaginait l'enfant de 8 ans, déjà immense, jeté dans la neige parce qu'il était une bouche de trop. Il faut croire que la survie passe avant toute chose dans ce village des montagnes. Seul. Froid. Bête. On chauffait moi. Alors moi. Promis. Pas tuer bête. Manger terre. Manger quand bête dort. Pour toujours. C'était donc le pacte que s'était fait à lui-même cet enfant innocent qui vivait dans ce corps de géant. Il ne prenait que ce que la mort lui donnait. Il ne volait pas la vie. Il cultivait des racines sous la neige. Il connaissait les écorces, les champignons, les secrets que les hommes du village ignoraient, trop occupés à chasser. Elliot ne voyait plus le monstre des bois en face de lui. Il voyait le gardien de la forêt. Un être qui refusait qu'on fasse du mal à toute forme de vie. Le lien s'est véritablement tissé une nuit où le toit de l'étable a cédé sous le poids de la neige. Un craquement sinistre a réveillé Elliot. Le géant était déjà debout, se ruant dehors dans le blizzard, torse nu. Elliot l'a suivi, luttant contre le vent qui voulait le mettre à terre. Une poutre avait coincé une des brebis. Le géant soutenait la charpente de ses propres épaules, hurlant sous l'effort, ses muscles saillants comme des câbles d'acier pour empêcher le toit d'écraser l'animal. Prends-la. A-t-il rugi. Une phrase courte,
mais complète et claire, poussée par l'urgence. Elliot s'est glissé sous la structure instable, rampant dans la paille glacée pour tirer la brebis. Il avait peur, mais en levant les yeux, il a vu le visage du géant, tordu par l'effort, qui le protégeait de sa propre masse. Une fois l'animal en sécurité, le géant a lâché prise et la poutre s'est écrasée lourdement, le blessant à la jambe. C'est Elliot qui l'a aidé à rentrer. C'est Elliot qui, pour la première fois, a inversé les rôles en nettoyant la plaie de cet homme invulnérable, appliquant de la sève comme le géant le lui avait montré. Ce soir-là, il n'y avait plus de monstres ni d'enfants. Il y avait 2 frères d'armes. Quelques jours plus tard, alors qu'il partageait une soupe de racines, le géant s'est levé et est allé chercher quelque chose de précieux caché dans une peau de loup. Un vieux livre abîmé et une petite figurine en bois. Il l'a tendu à Elliot. Elle ? Maman ? Le géant a hoché la tête. Un sourire triste a fendillé sa barbe mal taillée. Elle venait Pourquoi ? apprendre, Il a tapoté sa bouche. parler, mots. Elle gentille, elle cassée aussi. Jambes, mal, moi grand. Le garçon a caressé le livre. Et il a compris. Sa mère ne venait pas voir un monstre. Elle venait voir un enfant qui avait grandi tout seul. Elle venait lui donner tout ce que le village lui avait refusé. Une voix, un compagnon. Elle lui apprenait à lire, à parler, des choses simples qu'il avait oubliées en 20 années, condamné à vivre seul. C'était leur secret, un refuge pour 2 âmes rejetées. Elliot écoutait, la gorge nouée, réalisant que la véritable monstruosité n'était pas ici, dans ce corps déformé, mais en bas, dans la vallée, là où on abandonne ses propres enfants. Les jours passèrent, les 2 êtres se liaient d'amitié. Elliot lui racontait la vie difficile à la maison. Le géant, lui, lui racontait comment il avait bâti seul cette cabane et survécu tout ce temps. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Il y avait tant de bois dans cette cabane que l'hiver n'avait pas paru si rude au jeune garçon. Mais ce qui l'avait surtout réchauffé, c'était la chaleur d'un véritable foyer. Elliot a grandi, nourri par la viande des bêtes mortes naturellement et par l'amour maladroit de ce géant. Il a appris à lire la forêt, à écouter le vent, et surtout à manier la hache. Ses bras étaient durcis, son dos s'était redressé. La soupe de racines et la viande des bêtes l'avaient rendu fort, robuste. Il n'avait jamais autant mangé de sa vie que durant les mois qui s'étaient écoulés. Il n'était plus le jeune garçon chétif qui tremblait devant son père. Le soir, il restait assis devant le feu, sans parler. Le géant sculptait du bois. Elliot lisait le livre de sa mère. C'était une paix qu'il n'avait jamais connue et à laquelle il ne voulait plus renoncer. Un soir, le géant le regarda avec une tendresse qu'Elliot n'avait connue que dans les yeux de sa mère. Le grand homme le pointa de son immense index et dit « Comme frère. » Elliot sourit. C'est vrai qu'il n'était pas si vieux. Il acquiesça d'un oui de la tête et rigola. Non pas pour se moquer, mais comme une joie trop immense qu'il n'arrivait pas à contenir. Puis le géant se mit à rire à son tour. Un matin, l'air s'est radouci. La neige a commencé à fondre sur le toit, libérant le chemin vers la vallée. Le géant est sorti sur le perron, humant l'air. Il ne souriait pas cette fois. Il s'est tourné vers Elliot, une tristesse infinie dans le regard, comme s'il savait que leur parenthèse enchantée touchait à sa fin. Il a posé sa main sur l'épaule d'Elliot. « Ça fond. » a-t-il simplement dit. Elliot comprit alors l'air inquiet de l'homme. En bas, dans la vallée, la haine avait eu tout l'hiver pour fermenter, et le chemin était désormais ouvert. Le printemps s'était installé. La neige a reculé, laissant apparaître l'herbe grasse. Pendant quelques semaines, le monde d'en bas a semblé oublier le monde d'en haut. Elliot et le géant vivaient une parenthèse hors du temps. Ils réparaient le toit, ils s'occupaient des nouveaux agneaux nés au chaud. Elliot riait. Le géant souriait. Ce matin-là, Elliot rangeait le bois près de la cheminée. Le géant était près de la porte. Il regardait dehors. Soudain, il s'est figé. Son dos immense s'est raidi et il a grogné, comme une montagne qui sent le tremblement de terre arriver. Le géant n'a pas bougé. Il n'a pas pris sa hache. Il a simplement ouvert la porte. Sur le seuil, il y a son père. Il est seul devant la porte, mais derrière lui, à la lisière des arbres, on distingue 2 ou 3 ombres, les villageois. Ils sont restés en retrait, n'osant pas approcher la bête, laissant le
Père Courage, faire le travail. Le père lève la tête. Il doit lever les yeux très haut pour croiser le regard du géant. Elliot, caché derrière une poutre, voit le profil de son père. Il ne semble pas effrayé. Il semble dégoûté. Mais il sent le danger. Alors le jeune homme s'approche. Le père tient son fusil, le canon pointé vers le sol, à 2 ou 3 mètres du géant, hors de sa portée. Le géant ne bouge pas. Ses mains, capables de broyer un ours, pendent le long de son corps. Il regarde le petit homme en face de lui, et dans ses yeux, la lueur du gardien de la forêt s'éteint pour laisser place à celle de l'enfant de 8 ans qu'on a jeté dehors. Les premières paroles ont été celles du père. Il crache au sol sur les bottes de fourrure du géant. T'as pas changé. Toujours aussi laid. Le géant se recroqueville légèrement, comme un réflexe. Tu as volé mon fils. Tu prends tout ce qui est à moi. Le grand homme secoue la tête, lentement. Il tend une main ouverte, paume vers le ciel. Un geste de paix. Le père lève brusquement le fusil. Elliot saute devant le géant. Le jeune homme hurle. Le corps du géant s'écroule en arrière, dans l'entrée du chalet. Il ne bouge plus. Le père enjambe le corps du gardien qui n'a désormais plus de tête. Il entre dans la maison, la fumée du canon flottant autour de lui. Le père regarde Elliot, qui est tombé à genoux près du corps du gardien. Il recharge son fusil, calmement, lentement. Il a l'air satisfait, comme s'il venait de réparer une vieille erreur. Allez, lève-toi, Elliot. On rentre. Il donne un petit coup de pied dans la main inerte du géant. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas s'approcher des monstres. Elliot ne se lève pas tout de suite. Sa main touche la hache du géant. Elle est là, posée contre le mur, lourde, froide, tranchante. Le père tourne le dos pour faire signe aux villageois d'approcher pour piller. Venez, servez-vous, il y a de la viande pour tout le monde. Elliot ne respire plus. Le monde s'est arrêté au moment où le corps du géant a touché le sol. Dans ses oreilles, ce n'est pas le cri des villageois qu'il entend. C'est une voix grave, douce. Comme frère. Il regarde le corps sans vie et sans tête de celui qui lui a appris à vivre en paix et avec harmonie dans cette montagne hostile. Celui qui lui a appris à se débrouiller seul. Celui qui a retenu un toit pour le sauver. Le plus humain des êtres humains de cette montagne. Et il regarde les hommes qui entrent. Il rit. Regardez la taille de la bête. On va se faire des manteaux pour l'hiver. Coupe les pattes d'abord, on pourra pas le traîner entier. Son cœur se met à battre si fort qu'il n'entend bientôt plus que ses battements. Une chaleur blanche, insupportable, envahit le ventre d'Elliot. Un sentiment qu'il n'a jamais connu auparavant le submerge de tout son être. Ce n'est pas juste de la colère, c'est de la haine pure. Une haine contre ces hommes, contre leur avidité, contre leur lâcheté. Ils lui ont pris sa mère, ils lui ont pris son frère. Ils ont pris la seule chose pure qui existait dans ce monde pourri jusqu'à l'os. Elliot pose la main sur la hache du géant. Elle vibre encore du souvenir de son propriétaire. Elle est lourde de justice. Jamais elle ne lui a paru aussi légère. Elliot se relève. Il ne se sent plus petit. Il a l'impression que l'esprit du géant vient de couler dans ses veines. Il est immense. Le premier villageois s'approche avec son couteau. Pousse-toi, gamin, laisse faire les hommes. Elliot le regarde. Pas tuer. Jamais. Avait dit le géant. Mais le géant est mort, et son humanité est morte avec lui. Aujourd'hui, Elliot ne croit plus en la pitié, il ne croit plus en l'homme. Ce n'est pas un coup de combattant qui tranche l'homme en deux, c'est un coup de bûcheron, un coup de roi. Net, le villageois n'est plus que du bois mort. Le rire des autres s'étrangle, le silence tombe, absolu. Seul le souffle d'Elliot, celui d'une bête enragée, se fait entendre. Le deuxième homme recule, terrifié. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. C'est un démon. Elliot avance. Il pleure, mais son visage est de pierre. Vous n'êtes que des parasites. L'homme sort un couteau, mais Elliot a l'avantage. La hache est bien plus grande. Il revoit son frère soulever la poutre. Il sent la force dans ses bras. Il frappe. Un deuxième corps tombe en deux parties. Le troisième hurle et tente de fuir. Elliot le rattrape par le col. Il a la force d'un ours. Il le projette contre le mur de bois et lui tranche la tête d'un seul coup. Il ne reste plus que le père dans cette cabane. Il est au fond de la pièce, acculé contre la table où ils ont partagé tant de repas silencieux. Il tremble, il essaye de recharger son fusil, mais ses doigts glissent. Elliot s'approche.
Il est couvert de sang, mais celui qu'il veut faire couler est celui de l'homme qui a tué son frère. Le père lâche le fusil. Il lève les mains. Il est pathétique, minuscule. Elliot, écoute-moi. Je suis ton père. Elliot s'arrête. La hache ruisselle de sang sur le plancher. Non, tu n'es rien. Tu trembles comme une feuille. J'avais pas le choix. Tu comprends? On allait mourir de faim. C'était lui ou nous. Je l'ai fait pour te sauver. Elliot lève la hache. Haut, très haut. Il ne tremble pas. Il ne doute plus. Il regarde cet homme qui partage son ADN. Le père a versé le sang du premier fils. Le second fils versera le sang du père. La dette est mathématique. La certitude est totale. 100%. On a toujours le choix. Il marque une pause, ses yeux plantés dans ceux de son père, comme s'il hésitait l'espace d'une seconde. Et tu as fait le mauvais. Non! Dehors, il reste un jeune villageois, resté en retrait. Il est pétrifié. Elliot le regarde d'un regard plus blanc que neige, vide. L'enfant du jeune fermier est devenu plus froid et impitoyable que l'hiver lui-même. Il pointe la vallée du doigt. Dis-leur que l'homme est mort ici et que le monstre est né. Quiconque dépassera la lisière en paiera le prix. Sa voix est brisée, mais elle porte comme le tonnerre. Le jeune homme s'enfuit en courant, trébuchant dans la neige fondue. Elliot reste seul. Il regarde le ciel, il regarde la maison que son frère a bâtie. Il ne redescendra jamais. Le lendemain, la tête de l'homme qui l'avait tranché fut retrouvée à la lisière de la forêt, comme un avertissement. On dit qu'il a enterré son frère et son père dans le jardin, l'un avec des larmes, l'autre sans un mot. Là-haut, il est devenu l'ombre, la légende qui interdit à quiconque de franchir les bois. Il a pris la place qu'on lui avait préparée. Il a rejeté les hommes pour protéger les bêtes. Il est devenu le démon de la forêt. On dit que, depuis, tous les jours résonne le bruit de sa hache, qui continue de fendre le bois. Jusqu'au jour où les bruits ont cessé. Jamais son corps n'a été retrouvé. Personne ne sait s'il est mort de solitude, de chagrin ou de faim. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. This episode is brought to you by Perfect Bistro Cat Food. Cats, this ad is for you. Has your human ever called you picky, persnickety, choosy? If so, Perfect Bistro Cat Food is for you. With ingredients like wild-caught tuna and pasture-raised lamb, tantalizing textures, and delectable flavors that meet even the most discerning cat standards. You're not picky, you're just perfectionists. Perfect Bistro, mealtime perfection for every cat. Have your human visit perfectbistro.com. J'espère que cette première histoire vous aura plu. Concernant les musiques à la guitare que vous avez pu entendre dans cet épisode, ils ont été faits sur mesure pour cette histoire par l'artiste hyper talentueux nommé De Mesure. Je vous mets ses réseaux en description si vous voulez aller écouter ce qu'il fait. Si vous avez apprécié cette histoire, la prochaine devrait vous plaire également. On reste dans la forêt, avec une randonnée qui se transforme en voyage sans fin. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est particulière. Contrairement aux autres épisodes, elle ne repose pas sur un seul récit, mais sur un mélange de 3 affaires bien réelles. Pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus. Gardez simplement ça en tête, et rendez-vous en fin d'épisode pour en comprendre toute la portée. Installez-vous, mettez vos meilleurs écouteurs, vous en aurez besoin. Tom et Isaac s'étaient connus sur les bancs d'un lycée. 10 ans plus tard, ils étaient toujours amis. Et chaque année, ils se retrouvaient pour ce qu'ils appelaient le road trip annuel. Une semaine à randonner dans les plus belles montagnes et forêts.
C'étaient des connaisseurs dans le domaine. En 10 ans, ils avaient arpenté divers paysages dans différents pays. Cette fois, les deux Américains avaient choisi une région peu fréquentée, à la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Une zone reculée, coupée des sentiers balisés, où seuls quelques chasseurs passaient encore l'automne. Les lieux semblaient à la hauteur de leur défi commun. Ils voulaient braver le froid du Canada ensemble. Ils étaient équipés. Des vivres pour plusieurs jours, une balise de secours, un filtre à eau, vêtements thermiques, et même une petite caméra pour filmer leur nuit sous les étoiles. Et surtout, ils avaient l'expérience. Celle qui apprend à lire le relief, à reconnaître un col, et à se repérer sans écran. La première journée se déroula sans encombre. La forêt était splendide, troncs givrés, silence feutré, lumière pâle filtrant entre les pins. Le soir, ils plantèrent la tente près d'un ruisseau gelé, firent chauffer un café lyophilisé et s'endormirent en riant. Mais au matin, la neige avait recouvert la piste. Rien d'inquiétant, au début. Juste assez pour effacer les marques et brouiller les repères. Plus aucun sentier, plus de cairn. Et, plus étrange encore, plus un seul bruit d'oiseaux. Ils décidèrent de continuer vers l'ouest, pensant rejoindre la vallée. Mais plus ils marchaient, plus le doute s'installait. Au bout de plusieurs jours, ils savaient qu'ils étaient perdus. Leurs vivres diminuaient. Isaac sortit la carte et la replia aussitôt. On n'a plus rien. Une barre de céréales, un peu d'eau et un fond de café. Tom savait. Il avait compté. Isaac parla d'un petit relais routier, à une trentaine de kilomètres, qu'il croyait avoir vu mentionné sur un blog. Il n'était pas très sûr de l'emplacement exact. Pas sûr du chemin non plus. Mais c'était la seule piste. Il proposa d'y aller seul, léger, juste une lampe, une boussole et son couteau. Il reviendrait avant la nuit, avec de quoi tenir encore 2 jours. Tom hésita. On devrait rebrousser chemin. C'est trop risqué. Isaac secoua la tête. Si on fait ça, on reviendra jamais. On abandonnera, tu le sais. On a fait le plus dur. Reste ici, monte la tente. Je reviens avec des conserves et on continue. Un pari risqué. Tom refusa d'abord, évidemment. Mais Isaac insista. Tom le regarda s'éloigner entre les troncs, jusqu'à ce que sa silhouette se fonde dans la forêt. Il monta seul la tente, alluma un feu, prépara le peu de café qui lui restait, et attendit. 1 heure, 2, puis la lumière déclina. Et Isaac ne revint pas. La nuit tomba lentement. Tom resta assis près des flammes. L'ambiance de la forêt avait quelque chose d'inquiétant. Il aurait pu économiser du bois, mais il préféra garder une bonne flambée. La lumière le rassurait. Il ne l'aurait pas admis, mais c'était vrai. Rester seul dans l'obscurité totale au milieu de nulle part, c'était trop. Il finit par entrer dans la tente et laissa le feu dehors. Le sommeil mit du temps à venir. Il se retournait sans cesse dans son sac de couchage. Le froid passait par les coutures. Et surtout, il y avait des sons. Au début, de simples craquements. Des branches peut-être, le bois qui travaille. Mais ils étaient trop espacés, trop lourds, comme des pas, lents et mesurés. Tom retint son souffle. Il tendit l'oreille. Plus rien. Puis ça recommença. Toujours à distance. Jamais tout près, mais suffisamment proche pour qu'il le sache. Il resta immobile, yeux ouverts dans le noir, à écouter. Cela dura longtemps. Peut-être 1 heure, peut-être plus. Puis, enfin, le silence revint. Le feu dehors s'était presque éteint. Au matin, Isaac n'était toujours pas revenu. Tom sortit, fit quelques pas. Pas de traces fraîches, pas de bruit, rien que la forêt et le vent. Il passa la journée à chercher un endroit plus abrité. Il remonta le cours d'un ruisseau gelé, s'éloigna un peu du campement,
puis revint sur ses pas. La forêt semblait plus dense, ou peut-être était-ce juste lui qui s'y perdait un peu plus. Il entendit de nouveau un bruit. Il s'arrêta net. Un choc, sec, contre un tronc, comme si quelque chose avait été lancé, ou qu'un animal s'était cogné. Il appela, une fois, deux, pas de réponse. Il rentra avant la nuit. Le soir, il fit un feu plus grand, plus de bois, plus de lumière. Il s'était dit que Isaac verrait les flammes de loin s'il s'approchait du campement. Il resta dehors, assis, mais il ne pensait plus vraiment au retour d'Isaac. Il fixait la forêt. Et c'est là qu'il la vit, entre deux troncs, une forme sombre, allongée, presque humaine. Il crut peut-être discerner les cornes d'un cerf, mais sans conviction. L'ombre n'avait pas de contour net. Il se leva, appela une fois. Hey, y'a quelqu'un ? Sa voix résonna sans écho. Rien ne répondit. Il fit quelques pas en sa direction. La silhouette recula aussitôt, comme aspirée dans l'obscurité des arbres. Il resta là un moment, figé, puis retourna vers le feu. Il se dit que c'était sûrement une illusion d'optique, un jeu d'ombre où cette chose, la pareidolie, quand le cerveau croit reconnaître des formes dans ce qu'il ne comprend pas. Mais au fond de lui, une pensée persistait. Et si je n'étais pas seul dans ces bois ? En reculant, il leva les yeux. La silhouette était réapparue, au même endroit qu'avant, toujours à la même distance de lui. Il la fixa quelques secondes, puis, sans savoir pourquoi, décida de regagner la tente. Il s'enfonça dans son sac de couchage. La chaleur du duvet lui arracha un frisson de soulagement. Un peu comme quand on se couchait sous la couette, en étant enfant. Le froid et la fatigue eurent vite raison de lui, malgré sa tentative de garder les yeux grands ouverts, et sa faim si profonde qu'elle lui tordait le ventre et lui cognait la tête. Le sommeil arriva, et avec lui, le rêve. Dans ce rêve, il courait, sans sac, sans veste. Ses pas étaient rapides, précis. Devant lui, à travers les troncs, un chevreuil détalait à toute allure. Il sentait son cœur battre fort, ses muscles brûler. La neige volait sous ses jambes. Il n'avait pas peur, pas froid, juste faim. Le chevreuil glissa sur une plaque de glace. Il se jeta dessus, dans un bruit sourd. Ses mains saisirent l'animal au sol. Il sentit la chaleur de son corps, le sang sous la peau. Il pouvait enfin manger quelque chose. Et puis, Tom ouvrit les yeux. La lumière grise filtrait à travers la toile. Il avait dormi profondément. Trop profondément. Et surtout, il n'avait plus faim. Cela faisait pourtant 2 jours qu'il n'avait rien avalé. Mais ce matin-là, il se sentait bien, comme si son corps s'était habitué à la faim. En sortant de la tente, il remarqua des empreintes dans la neige. Pas les siennes, certainement pas celles d'Isaac. Des pas allongés, irréguliers, qui tournaient autour de la tente, avant de disparaître dans les arbres. Il se pencha. Certaines étaient enfoncées plus profondément que d'autres, comme si la chose avait attendu là, longtemps, très longtemps. Au réveil, ses affaires avaient disparu. Cette fois, c'était sûr. Il n'était pas seul. Tom passa toute la journée à chercher ses affaires. Il remonta sur plusieurs centaines de mètres en suivant les empreintes. Mais elles se perdaient vite dans la neige vierge, comme si quelque chose avait pris soin de brouiller les pistes. En fin d'après-midi, il revint à la clairière. Ses recherches n'avaient rien donné. Le soleil déclinait déjà derrière les pins. La lumière se teinta de gris. Un froid plus vif s'installa. Et il les vit. Non pas une, mais 3 silhouettes, avec des contours bien humains cette fois, éparpillés entre les troncs, toujours à même distance de lui, immobiles, alignées, comme si elles encerclaient la clairière. Il sentit son cœur accélérer. Elles ne bougeaient pas, ne faisaient aucun bruit, mais il savait qu'elles étaient là pour lui. La nuit tomba vite,
Il rassembla du bois à la hâte et alluma un feu plus haut que d'habitude. Le crépitement des flammes recouvrait à peine le silence de la forêt. Il finit par se glisser dans la tente. Pas pour dormir, juste pour être à l'abri. Parce qu'il n'avait aucune meilleure idée. Il était piégé. Qu'importe ce que sont réellement ces silhouettes. Demain, quand il fera jour, il devra rebrousser son chemin au plus vite. Évidemment, il avait tenté de le faire à plusieurs reprises, mais la forêt était trop dense pour pouvoir se repérer. Il aurait fallu monter en haut d'un arbre gigantesque. Enfin tout ça, c'est en supposant qu'il arrive à passer la nuit. Car une fois le feu presque éteint, les bruits commencèrent doucement. Un craquement à gauche, un autre plus proche à droite, puis des voix, basses, saccadées, très proches cette fois. Il retint son souffle. Cette fois on le bute, y a plus de feu. La phrase se perdit dans le vent, mais il l'avait entendue, clairement. Il rouvrit le zip de la tente d'un geste sec. Rien, juste la lisière des arbres. Et plus loin, ces trois formes sombres. Toujours là, plus proches. Tom resta longtemps immobile dans la tente, les yeux fixés sur la toile, écoutant chaque bruit. Les craquements se firent plus rares, puis le silence revint. Un silence si lourd qu'il finit par fermer les yeux. Comment était-ce possible, alors même qu'il venait de vivre l'une des expériences les plus flippantes de sa vie? Eh bien, même lui n'avait pas la réponse. Il rêvait, encore. Il avançait dans la forêt. Il ne savait pas pourquoi, mais ses pas étaient plus lourds que d'habitude, plus longs, comme si ses jambes étaient faites pour couvrir de grandes distances. Il traversait les troncs comme une ombre, sans bruit. Et devant lui, dans une clairière, se tenait une autre silhouette. Pas un animal, pas un homme non plus. Quelque chose entre les deux. Elle se tourna, et il comprit que c'était lui, sa propre ombre, vaste et voûtée, surmontée de deux cornes fines, recourbées vers l'arrière. Il resta figé, et dans le rêve, il sentit un sourire s'étirer, mais pas sur son visage. Tom ouvrit les yeux. L'air glacial s'engouffrait dans la tente. Une large déchirure barrait la toile, du sol jusqu'au sommet. Le feu était mort depuis longtemps. En sortant de son campement décharné, il se figea. À quelques mètres, deux corps. On aurait dit d'autres randonneurs. Ou ce qu'il en restait. Des carcasses grises, entièrement vidées de leur chair, comme rongées de l'intérieur. Les os brillaient d'une fine pellicule de givre. Leur forme était méconnaissable. Il y avait du sang absolument partout. Ses mains tremblaient. Elles aussi étaient couvertes de rouge. Son sommeil avait été si lourd qu'il ne se souvenait de rien. Il recula lentement, et son pied heurta quelque chose. Il baissa les yeux. Des traces, à moitié effacées par le vent, allongées, irrégulières, identiques à celles qu'il avait vues autour de la tente, mais plus grandes, beaucoup plus grandes. Tom marchait depuis l'aube. Il avait quitté la clairière, décidé à quitter cette forêt, quitte à marcher jusqu'à l'épuisement. Ses mains étaient engourdies, ses lèvres fendillées par le froid. Chaque inspiration brûlait ses poumons. Il avançait sans vraiment savoir où il allait. Ses yeux cherchaient un signe, n'importe quoi, qui prouve qu'il n'était pas le dernier vivant ici. Et puis, au détour d'une pente douce, il l'aperçut. Une cabane en bois, sombre, posée sur un replat enneigé. Une mince colonne de fumée s'élevait de la cheminée. Son corps se serra. Il accéléra, trébuchant sur les racines couvertes de glace, manquant de tomber à plusieurs reprises. Plus il approchait, plus la chaleur d'un feu derrière ses murs lui paraissait réelle. Il grimpa les 3 marches du perron et frappa. Fort, 3 fois. La porte s'ouvrit.
un homme apparut. Derrière lui, une femme aux longs cheveux blancs, attachée en tresse. Pendant une seconde, ils se contentèrent de le regarder. Pas de sourire, pas de soulagement. Juste une inquiétude muette. Puis, le vieil homme parla. « Partez. » Sa voix était basse, froidement polie. Mais ses yeux exprimaient quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tom cligna des yeux. Je suis perdu, je cherche mon ami, Isaac. Vous l'auriez vu ? Un silence pesant. La femme détourna le regard. L'homme inspira longuement, avant de répondre. Oui, on l'a vu. Tom fit un pas en avant. Où est-il ? Le vieil homme hésita, puis sortit sur le perron. Suivez-moi. Ils contournèrent la cabane. Derrière, le sol était marqué par une large butte de neige tassée. Une croix de bois brute y était plantée. Aucune inscription. C'est là qu'il est. Tom resta figé, incapable de parler. Ses mains tremblaient. Le vieillard reprit, sa voix encore plus basse. J'étais sur la crête à ce moment-là. J'ai vu ce qui s'est passé. Il le fixa droit dans les yeux. C'était vous. Vous l'avez dévoré. Avec des cornes sur la tête. De retour à l'intérieur, le vieux couple resta debout, comme s'il craignait qu'il s'assoie. Tom fixait le sol, incapable de trouver ses mots. L'homme parla le premier. Sa voix n'avait plus rien d'hostile. Seulement de la résignation. Ici, on croit pas à ces histoires. Pas vraiment. Mais dans ces forêts, les anciens parlent du Wendigo. Il fit une pause, comme pour peser chaque mot. C'est une fin qui n'a rien d'humain. Un esprit qui s'installe quand le corps est trop faible et qu'il n'y a plus rien à manger. Il vous pousse à franchir la limite. Et une fois que c'est fait, il ne vous rend jamais ce qu'il a pris. La femme le fixait, les mains jointes. Mon père disait que ça arrive les hivers les plus rudes. Les chasseurs partis trop loin. Les trappeurs bloqués par les tempêtes. Quand on les retrouvait, il manquait toujours quelque chose et des morceaux. Parfois, on voyait des traces autour des corps. Des pas. Trop longs pour être ceux d'un homme. Le vieil homme reprit, le regard sombre. Ceux qui ont survécu ne sont jamais revenus tout à fait. Certains parlent dans leur sommeil, d'autres s'isolent dans la forêt. Et puis, il y a ceux qu'on ne revoit jamais, sauf la nuit, entre les troncs, avec ses cornes. Tom sentit ses tempes pulser. Les images revinrent d'un coup. La silhouette, le sang chaud dans ses mains dans son rêve, la faim qui disparaît le matin, les traces autour de la tente. Isaac. Il comprit, et la compréhension se changea en dégoût. Ses yeux s'embuèrent. Il murmura, presque pour lui-même. Je voulais pas. Oh, on ne veut jamais. Mais c'est trop tard. Tom hocha lentement la tête. Il recula vers la porte, sortit sans un mot. Il marcha droit vers la petite dépendance à quelques mètres de la cabane. Un abri de fortune où étaient rangés quelques outils, du bois et un vieux fusil. Il y entra, referma derrière lui. Le silence revint. Une seule détonation brisa la nuit. Le jour suivant, la lumière froide se posa sur la clairière. Dans la cabane, le couple ne se réveilla pas. Leur corps gris et figé par le froid gisait dans leur lit.
la chair arrachée jusqu'à l'os. Sur le sol, des empreintes profondes menaient hors de la cabane. Elles s'enfonçaient dans la forêt, jusqu'à disparaître entre les pins. Dans les légendes amérindiennes, le Wendigo est l'ombre de la faim, un esprit qui s'infiltre dans l'homme affamé et l'y enferme pour toujours. La nuit, il se transforme. Il naît quand quelqu'un franchit le tabou ultime, manger de la chair humaine. Dès cet instant, la transformation commence, le corps s'étire, les membres se déforment, les yeux s'enfoncent dans leur orbite, et au sommet du crâne poussent les cornes fines de la bête. On dit qu'il n'a plus jamais chaud, qu'il erre, éternellement affamé, et que plus il mange, plus sa faim grandit. Certains affirment qu'il ne peut mourir que par les flammes, que c'est le seul moyen de briser l'esprit qui le consume, que même le plomb d'une balle ne lui ferait rien. Il n'y a pas de vérité établie autour du Wendigo. Les récits et légendes diffèrent beaucoup, mais comme je vous l'ai annoncé en introduction, ce récit est inspiré de faits réels. Évidemment, il n'est pas authentique dans tous ses détails, vous vous en doutez. Mais il est en quelque sorte un condensé de 3 histoires bien documentées. Laissez-moi vous en dire plus. La première, c'est celle de Swift Runner. Hiver 1878, dans l'actuelle province d'Alberta, au Canada. Swift Runner est un trappeur cri, une tribu canadienne de l'époque, connu et respecté dans sa communauté. Père de famille, bon chasseur, il n'a jamais eu d'ennui avec la justice. Quand le printemps revient, il rentre seul d'une expédition hivernale, seul et en bonne santé. Sa famille entière, en revanche, a disparu. Sa femme, ses 5 enfants, sa mère, son frère. Sur le campement, les enquêteurs découvrent des os humains brisés, vidés de leurs moelle, et dans un pot de cuisine, de la graisse humaine fondue. Swift Runner finit par avouer, il les a tués, il les a mangés. Il raconte avoir été possédé par un esprit de la faim qui s'insinue dans l'âme des hommes affamés, et les pousse à franchir la limite. Et une fois que c'est fait, c'est trop tard. Les anciens le connaissent sous un nom, le Wendigo. Jugé et condamné à mort, Swift Runner est pendu en décembre 1879. Les témoins de son exécution racontent qu'il était calme, presque soulagé. La seconde histoire est celle de Jack Fiddler. En 1907, à des milliers de kilomètres jusqu'à l'est, un autre nom revient souvent dans les récits du Nord canadien. Jack Fiddler. Chef et chaman de la communauté Ojibwe, il est réputé pour sa capacité à combattre le Wendigo. Selon ses dires, il en a libéré 14 personnes. Des hommes et des femmes que lui et les siens croyaient déjà perdus. Pour lui, il ne s'agissait pas de meurtre, c'était un acte de protection, abréger leur souffrance avant que la transformation soit complète. Mais cette logique ancestrale ne résiste pas aux lois canadiennes de l'époque. Arrêté pour le meurtre d'une femme soupçonnée d'être possédée, Jack Fiddler est emprisonné en attendant son procès. Il ne sera jamais jugé. Quelques jours avant l'audience, il se pend dans sa cellule. Son frère, arrêté avec lui, mourut peu après. Juste après avoir été gracié. Et enfin, la dernière qui a inspiré l'histoire de Tom et Isaac, vous l'avez déjà sûrement entendue, car celle-ci est l'un, si ce n'est le cas de disparition le plus connu du XXe siècle. Cette fois, il n'y a pas de lien direct avec le Wendigo, mais l'histoire est troublante. Le 23 janvier 1959, 10 jeunes randonneurs se lancent dans une expédition à ski à travers les montagnes de l'Oural, en Russie soviétique. À leur tête, Igor Dyatlov, un étudiant de 23 ans passionné d'alpinisme. L'objectif ? Atteindre le mont Otorten. Peu après le départ, un des membres, Yuri Yudin, doit abandonner le groupe pour raison médicale. Il ne le sait pas encore, mais cette décision lui sauvera la vie. Le 2 février, quelque chose se produit. On ignore quoi exactement. Mais 9 randonneurs disparaissent.
Les recherches commencent plusieurs semaines plus tard. Le 26 février, on retrouve enfin leur campement. La tente est toujours là, mais elle est éventrée de l'intérieur. À l'intérieur, tout est parfaitement rangé. Sacs, vêtements, nourriture intacte. Mais pourtant, aucune trace des randonneurs. Les secours trouvent les premiers corps à quelques centaines de mètres. 2 jeunes hommes, pieds nus, vêtus seulement de sous-vêtements, allongés près des restes d'un petit feu. Ils présentent des brûlures au 3e degré, et sur l'un d'eux, un morceau de chair est coincé entre les dents. Des lambeaux de peau pendent aux branches de l'arbre sous lequel ils gisaient. Un peu plus loin, 3 autres corps sont découverts, dont celui d'Igor Dyatlov. Il porte des lésions internes graves, côte brisée, crâne fracturé, coupures et ecchymoses multiples. Aucune trace de lutte, aucune empreinte suspecte autour d'eux. Le mystère s'épaissit lorsque la fonte des neiges révèle, plusieurs mois plus tard, les 4 derniers randonneurs. Ils avaient tenté de se réfugier sous un abri de fortune, creusé dans la neige. Leurs blessures sont encore plus étranges. Fractures massives au milieu du crâne, absence de langue, de lèvres, et même d'yeux pour certains. Les vêtements de plusieurs d'entre eux présentent un taux anormalement élevé de radiation. Face à ces découvertes, les théories se multiplient. Attaque animale, avalanche, crise de panique due au vent, expérience militaire secrète, ou même attaque d'une créature inconnue. Officiellement, les autorités soviétiques concluent à, je cite, « une force naturelle irrésistible inconnue ». Des décennies plus tard, la thèse de l'avalanche reste la plus probable aux yeux des experts. Une masse de neige instable aurait frappé la tente, blessant certains et provoquant la fuite des autres, désorientés et incapables de retrouver leur camp. Mais pour Yuri Oudin, le seul survivant, cette version n'explique rien. Il était convaincu que ses amis, tous expérimentés, n'auraient jamais paniqué face à un danger naturel. Jusqu'à sa mort, il a accusé l'armée soviétique d'être impliquée. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans plus tard, l'incident du col de Dyatlov reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'alpinisme. Et peut-être que la vérité, elle aussi, repose quelque part, enfouie sous la neige de l'Oural. J'espère que cette histoire à mi-chemin entre le folklore et le réel vous aura plu. Cette fois, on change complètement de décor. Pour la prochaine histoire, on quitte la forêt pour revenir à une histoire plus terre à terre, ou presque. Un témoignage bien étrange d'un homme. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao. A gift from Italy to your home. San Pellegrino Ciao is a flavored sparkling water made with real fruit juice, finished with a pinch of Sicilian salt for a perfectly balanced taste. So which flavor will you choose? Peach, lime, blood orange, cherry, or maybe the all-new limoncello? Crafted in Italy with 0 grams of added sugar. San Pellegrino Ciao. Buy it now. Bon, voilà. Je crois que ça enregistre. On m'a dit de parler normalement, comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Alors, bonjour. Je m'appelle Marc Delorme. J'ai 28 ans. Et si vous écoutez ça, c'est que vous faites partie de ceux qui essaient de comprendre ce qui se passe depuis l'accident. On dit souvent ça, non? L'accident. Comme si un seul moment suffisait à casser une vie entière. Dans mon cas, c'est assez vrai. Avant, j'avais une vie banale. Pas malheureuse, pas extraordinaire non plus, mais banale. Et récemment, je me suis rendu compte à quel point tout ce qui nous paraît banal nous manque et prend de la valeur une fois que ce n'est plus là. Enfin bon, c'est pas le sujet. Je bossais comme responsable logistique dans une boîte de pièces automobiles. Ironique, non? Je bossais mes journées à optimiser des trajets, des flux, des camions, et à dire aux autres comment éviter les retards, les embouteillages, le stress sur la route. Et puis il y avait Élise. Élise, c'était ma femme. On était ensemble depuis 10 ans. On avait nos engueulades, nos silences, comme tout le monde, mais on s'aimait. On avait nos rituels, le café le matin dans la petite cuisine, la série qu'on regardait en mangeant,
Les vacances qu'on planifiait toujours au dernier moment. Je vous raconte ça parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ces détails s'effacent ou se mélangent. Et ça m'angoisse. Je veux pas les perdre. Alors autant les poser quelque part. Bref, le soir de l'accident, rien n'avait mal commencé. C'était un vendredi. J'avais quitté le boulot un peu plus tard que d'habitude. On avait un dîner chez des amis à l'autre bout de la ville, et comme d'habitude, j'étais en retard. Mon boulot de responsable me prenait pas mal de temps. Trop, sans doute. Mais Lise, elle détestait être en retard. Je la vois encore. Enfin, je la revois dans ma tête. Assise, côté passager, manteau sur les genoux, téléphone dans la main, à actualiser l'heure sur le groupe WhatsApp toutes les 2 minutes. « On va arriver, tu peux leur dire qu'on va arriver », que je répétais. Mais ça ne l'empêchait pas de souffler. Vous savez, les petits soupirs que font nos petites amies qui veulent clairement dire « c'est pas grave » et « c'est complètement de ta faute » en même temps. Et ce soir-là, il y avait Emma aussi, ma grande sœur. Elle avait insisté pour venir avec nous au dîner. Elle disait qu'on sortait jamais assez tous les trois. Elle s'entendait super bien avec Élise. Elle était assise à l'arrière, à faire défiler les messages sur son téléphone, à commenter la météo et l'heure, comme d'habitude. Il pleuvait. Ce n'était même pas une averse violente, non, c'était plutôt de la pluie fine, celle qui recouvre le pare-brise en voile et oblige à mettre les essuie-glaces en vitesse intermédiaire. Vous voyez ? On roulait sur la départementale, avec ses grandes lignes droites bordées d'arbres, les phares des voitures en face qui s'écrasent sur la route humide. Je me souviens même de la radio. Cette chanson restera gravée dans ma tête. En même temps, c'était notre préférée. Et moi qui essayais de plaisanter pour détendre l'atmosphère. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit par contre. Je me souviens juste du ton d'Élise quand elle m'a répondu. Elle a dit « Tu pourrais au moins regarder la route ?» C'est ce que je faisais. Sauf à ce moment précis. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Et il a suffi d'un réflexe idiot qu'on fait tous. J'ai baissé les yeux 1 seconde pour voir le nom s'afficher. Et dans cette seconde-là, quelque chose, j'en sais rien, s'est trouvé là où il devait pas être. Je sais même pas ce que c'était au final. Ça va trop vite quand ça arrive. On croit qu'on va pouvoir corriger, que le cerveau va réagir à temps. Je me rappelle le volant qui m'échappe des mains. La voiture qui tire sur la droite. Le bruit sec du choc. La ceinture qui vous scie la poitrine. Le monde qui bascule en diagonale. Et plus rien. Noir. Pas ce noir quand on ferme les yeux dans un noir sans profondeur. La dernière chose que j'ai vue ce jour-là, ce n'est même pas le visage de la femme que j'ai épousée. C'est ce foutu téléphone. La suite, je la connais que parce qu'on me l'a raconté. On m'a dit que les pompiers sont arrivés vite, qu'on nous a désincarcérés. Ils m'ont sorti par le pare-brise ou la portière, j'en sais rien. Et qu'Élise n'a pas survécu à cause de moi. Monsieur Delorme, prenez votre temps. Je n'ai pas vu son corps. Je n'ai pas vu la voiture après le choc. Et je n'ai pas vu la route, les gyrophares. Rien. Au moins Emma s'en est miraculeusement bien sortie. Quelques contusions, rien de grave. C'est comme ça qu'elle me l'a formulé. Rien de grave. Je le sais car c'était la première personne que j'ai vue en ouvrant les yeux. Et c'est après que commencent les choses étranges, je suppose. Parce que je me suis réveillé chez moi, après mon séjour à l'hôpital pendant quelques jours, que j'ai d'ailleurs passé inconscient. Une fois de plus, c'est elle qui me l'a dit. Juste un clignement de paupières et je suis passé de la nuit sous la pluie à ma chambre le matin. Je me suis réveillé sur mon lit, sur son côté à elle, avec cette impression que quelqu'un avait posé un bloc de béton sur ma poitrine. Tout était flou, comme quand on ressort d'une anesthésie générale. Mais j'avais la certitude d'être chez moi. Il faut dire que le choc était plutôt violent, de ce qu'en ont dit les médecins du moins. Je reconnaissais l'odeur, le parfum du linge de lit, la légère odeur de poussière dans le couloir, même ce bruit au loin, de cette vieille horloge numérique du salon qui rend l'âme. J'ai essayé de bouger et une douleur m'a traversé la cage thoracique comme un coup de poignard. J'ai gémi, je crois. La seconde d'après, j'ai entendu des pas précipités dans le couloir qui se trouve à droite de mon lit. Marc ? Oh la vache, t'es réveillé ? Ne bouge pas surtout. T'es enfin de retour, t'inquiète pas. C'était la voix de ma sœur. Elle me paraissait si nette,
Sûrement parce que la dernière chose que j'ai entendue, ce sont des acouphènes. Les premiers jours, c'était ça. Je me réveillais, j'avais mal partout. Quelqu'un venait ouvrir la porte de la chambre. Ma sœur me disait de ne pas bouger, de me reposer. On ouvrait les volets le matin. Je distinguais la lumière entrer, les ombres bouger sur le mur, des formes d'arbres et de branches. Tout avait l'air banal. Jusqu'au moment où ça ne l'a plus été. Mais ça, je vous le raconterai après. Si je fais cet enregistrement, c'est pour tout mettre dans l'ordre. Pour vous montrer à quel point au début, tout paraissait normal. Je n'avais aucune idée, à ce moment-là, que le cauchemar ne faisait que commencer. Bon, on reprend. Je suis désolé si je tourne autour du pot, mais on m'a dit de raconter les choses dans l'ordre. Mais dans ma tête, tout se mélange un peu. Après le réveil, les jours suivants ont tous eu la même couleur, une sorte de gris pâle déprimant. Je ne me levais pas, de toute façon, j'en étais incapable. Mes deux jambes me faisaient horriblement mal. Alors je restais allongé dans le lit, du côté où dormait Élise d'habitude. C'est idiot, mais j'avais l'impression d'être plus proche d'elle comme ça. Les matinées se ressemblaient toutes. Ma sœur venait ouvrir les volets, je sentais la chaleur sur mon visage parfois. Je distinguais les carrés de lumière se découper sur le mur et les ombres des branches qui balançaient doucement. Qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on ne peut pas bouger. Le silence d'une maison est terriblement ennuyeux. Je n'entendais que ce petit bruit en fond. La première chose que je ferai une fois rétabli, ce sera de changer cette foutue horloge numérique. Ma sœur venait me voir souvent. Elle arrivait, la porte s'ouvrait, je voyais sa silhouette se découper dans l'embrasure. Elle posait quelque chose sur la table de nuit, et elle me demandait comment je me sentais. Elle avait toujours la même façon de me parler, douce et calme. Ça va un peu mieux aujourd'hui ? Ça va, je crois. Il faut du temps. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Je m'accrochais à cette phrase comme à une promesse. Un des premiers trucs bizarres, je m'en rends compte maintenant, c'est le verre d'eau. Je sais, ça a l'air ridicule dit comme ça, mais pour moi, ça a été le début de quelque chose. Je me souviens très bien de la scène. Il devait être, je sais pas, la fin de matinée. Le soleil était déjà haut, c'était lumineux dans la chambre. Ma sœur venait de sortir. Elle m'avait laissé un verre d'eau sur la table, juste à côté du lit. Je l'ai vu, clairement. Un verre transparent rempli à moitié avec des reflets sur les bords. J'avais la gorge en feu. Alors j'ai pris mon temps. J'ai attrapé le drap et je me suis tiré un peu. Ça m'a arraché une grimace, mais j'avais l'impression de faire un truc important. Bouger, pour la première fois depuis longtemps. Je voyais le verre, là, à portée de main. J'ai tendu le bras et ma main est passée à côté. Pas juste à côté, non. C'est comme si ma main avait traversé l'endroit où il aurait dû être sans rencontrer la moindre résistance. J'ai senti la surface froide de la table, mais pas de verre. Rien. J'ai cru que j'avais mal visé. Ma vision n'était pas encore tout à fait bonne. Alors j'ai recommencé. Je regardais le verre, je voyais la lumière jouer dedans. J'ai tendu la main une deuxième fois en suivant son contour des yeux. Rien. Ma main a heurté le bord de la table, puis quelque chose en plastique, léger, qui est tombé par terre avec un petit bruit sec. Je suis resté comme un idiot, le bras en suspens, à fixer un verre qui n'existait pas. Je me souviens m'être dit « Tu es plus sonné que tu le crois, Marc. Tu dois halluciner, c'est tout. » J'ai appelé « Emma ?» Personne n'a répondu. Le couloir était silencieux. Je me suis rassis, j'ai glissé jusqu'à retrouver l'oreiller en pestant contre moi-même. Quand elle est revenue, plus tard, elle a ramassé l'objet par terre. T'as fait tomber la télécommande, on dirait. Le verre ? Quel verre ? J'ai rien dit. Je voyais très bien le verre posé sur la table à cet instant précis. Je voyais même sa main passer à côté sans le toucher. En y repensant, c'est là que j'aurais dû comprendre qu'il y avait un problème. Mais sur le moment, j'ai juste mis ça sur le compte des médicaments, du choc, de la fatigue, de ma vision trouble. Ce jour-là, avant de partir, elle m'a tendu un verre d'eau. Un vrai cette fois. Je l'ai senti contre ma paume avant de le voir. Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Je t'ai toujours dit que j'étais ton ange gardien, non ? Je lui ai répondu que j'aurais préféré qu'elle ne soit pas sur ce foutu siège arrière ce soir-là. Elle a détourné les yeux, puis elle a posé le verre sur la table de nuit tout près de ma main.
Je reviendrai demain de toute façon. Je te lâcherai pas. Les jours suivants, il y a eu d'autres petites choses que je n'expliquais pas vraiment. Une fois, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Dans ma tête, la porte donne sur le couloir, à droite. Chez nous, ça a toujours été comme ça. Là, j'ai entendu des pas venir, de l'autre côté, sur ma gauche. Des pas lents, prudents, comme si la personne comptait chaque mouvement. Marc, il faut prendre les cachets. Ce n'était pas la voix de ma sœur cette fois. C'était une voix d'homme, plus grave, plus hésitante. Je l'ai vue se découper dans l'encadrement, comme si un type s'était planté là, sans trop savoir quoi dire. Je ne le connaissais pas. Je me suis dit que c'était un ami, un voisin, ou quelqu'un qu'Élise aurait prévenu avant de mourir. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, sûrement parce qu'un type que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève était chez moi. Bref, il est resté là un moment sans rien dire, jusqu'à ce que je ferme les yeux. Puis j'ai entendu les pas repartir. Quand je les ai rouverts, ils n'étaient plus là. C'est surtout à partir de ce moment-là que j'ai commencé à flipper. Je me suis dit que l'accident avait peut-être heurté mon cerveau. Je ne pouvais même pas dire s'il était réel, tant son visage m'avait paru flou. C'est dérangeant comme sentiment. Et puis, il y a eu la nuit où quelqu'un m'a touché. Je ne dormais pas vraiment. Depuis l'accident, je dors mal. Dès que je ferme les yeux, je revois les phares, l'écran du téléphone, le volant qui tourne trop vite. Je regardais le plafond quand j'ai senti une main se poser sur mon avant-bras, légère. Une main froide qui a serré doucement, comme pour dire « Je suis là ». J'ai sursauté. « Emma !» ai-je dit. Mais quand j'ai baissé mes yeux à ma droite, dans la direction où se trouvait cette main, il n'y avait strictement rien. J'ai alors reculé mon bras de peur, d'un coup sec. La main a lâché. Peu importe si on me prend pour un fou, mais je dis une main car je suis persuadé d'avoir senti une paume contre ma peau. J'ai entendu un froissement de tissu, comme si quelqu'un se penchait en arrière, puis... comme un murmure, mais pas très humain. Je me souviens m'être recroquevillé sous le drap comme un gamin, en me disant que c'était forcément ma sœur, qu'elle n'avait pas voulu m'effrayer, qu'elle reviendrait m'expliquer le lendemain. Écoutez, j'ai tenté de rationaliser comme j'ai pu. Le lendemain, elle m'a parlé de la pluie, de la météo, du médecin qui était passé la veille et du temps que ça prendrait avant que je puisse revivre normalement. Le type d'hier était donc un médecin. Voilà une nouvelle plutôt rassurante. Sauf qu'elle m'a affirmé que, comme d'habitude, il s'assurait de passer quand je dormais pour ne pas me déranger. Plutôt dérangeant comme situation. Je n'ai pas trop osé lui parler de ce type dans un premier temps. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être par peur que ma propre sœur me prenne pour un fou. À ce moment-là, j'ai surtout commencé à me dire qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans la maison. Une espèce de présence. Quelqu'un qui venait seulement quand les autres avaient le dos tourné et qui profitait de mon état et de ma vue encore troublée pour me jouer des tours. Quelqu'un qui entrait sans faire de bruit et qui se tenait là, à côté de mon lit. Mais le pire, ce n'était pas l'idée qu'il y ait quelqu'un. Le pire, c'est que je n'arrivais jamais à réellement voir son visage. Je me rends compte en me réécoutant que, dit comme ça, on pourrait se dire que je suis fou ou encore complètement sous le choc. Un accident, une convalescence, une sœur qui veille, un médecin un peu bizarre. J'aimerais que ce soit juste ça. Le problème, c'est que les choses ont commencé à déraper encore plus au moment où j'ai essayé de me convaincre que tout était normal. Je crois que la première fois où j'ai vraiment flippé, c'est à cause de la télé. Chez nous, la télé est dans le salon. Un vieux truc à moitié cassé et qui met 3 plombes à s'allumer, avec l'écran qui grésille avant de mettre une image claire. On regardait des séries dessus, avec Élise. On dînait sur le canapé en se promettant, à chaque fois, qu'on arrêterait de manger devant la télé un jour. Bref. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Je tournais dans le lit, je fixais le plafond, j'essayais de me concentrer sur la respiration, sur le fameux bruit de l'horloge qui n'arrêtait jamais. Et puis il y a eu un clic. Un de ces petits bruits secs qu'on connaît tous. L'interrupteur de veille de la télé. Et juste après, le bourdonnement très léger d'un appareil qui se réveille. Au début, j'ai cru avoir rêvé.
Mais le son, lui, il était bien réel. Sur le moment, j'ai juste pensé, ils ont laissé la télé allumée dans le salon. Voilà pourquoi j'entends tout. Sauf que la télé n'était pas dans la bonne pièce. Je l'entendais si proche de moi que j'étais persuadé qu'elle était à quelques mètres à peine. Et là, la télé s'est arrêtée de zapper pour arrêter sur une chaîne qui passait notre chanson préférée. Le son ne venait pas de devant moi, là où devait être le salon, mais sur ma gauche, comme si quelqu'un avait déplacé la télé dans le couloir, derrière la porte. Je me suis redressé un peu en retenant ma respiration. La chanson continuait. J'ai entendu le bruit des pas et des petits bruits d'ustensiles plus loin dans le couloir, sûrement dans la cuisine. Je suis sûr qu'il y avait quelqu'un chez moi, et ce n'était pas ma sœur. Mais après ça, il n'y a eu que ce son-là, obsédant. La télé allumée dans une pièce où, normalement, il n'y a pas de télé. Et puis le volume s'est baissé. Comme si quelqu'un était là et voulait que je continue d'entendre, mais pas trop. Comme si on réglait le volume juste assez fort pour que ça me garde éveillé. J'ai fini par fermer les yeux en me répétant que c'était juste ça. Un vieux poste trop fort dans une maison trop silencieuse. Mais pourquoi est-ce notre chanson? Et surtout, qu'est-ce que fout cette foutue télé dans le couloir? Je me devais de rationaliser, mais j'avoue qu'à partir d'ici, c'est devenu de plus en plus compliqué. Parce que c'est à partir de là que la présence a commencé à se montrer plus souvent. Je sais que je vais passer pour un taré à partir de maintenant, mais vous vouliez que je vous raconte tout, alors je vous raconte tout. Les nuits suivantes, j'ai commencé à entendre des pas qui ressemblaient pas à ceux de ma sœur. Ma sœur marche toujours vite, sûre d'elle, avec ce petit claquement sec quand elle s'arrête brusquement. L'autre, c'était différent. Ça commençait toujours pareil, le silence. Et puis, un pied qui traîne légèrement, un pas, puis une petite pause, puis un autre. Comme si cette présence comptait chaque mouvement. Je les entendais dans le couloir. Je voyais la lumière changer sous la porte, comme si une ombre passait devant. Parfois, je retenais ma respiration pour savoir si ce n'était pas mon propre cœur que j'entendais. Mais non, les pas continuaient. Au fil des jours, c'est devenu un rituel. La porte s'ouvrait en grinçant. J'entendais des pas se déplacer. Là, juste dans la chambre. Il entrait. Je savais que ma vision était encore troublée à ce moment-là, mais s'il y avait quelqu'un en face de moi, je l'aurais vu. Il s'arrêtait toujours au même endroit. Les pas s'arrêtaient au pied de mon lit. Une fois, j'ai pris mon courage à deux mains. « Je sais que tu es là !» lui ai-je dit. Ma voix a sonné ridicule dans le silence. J'ai attendu une réponse, mais il n'y en a pas eu. Je ne voyais toujours pas son visage. Je ne l'ai jamais vu. Quand la porte était ouverte, je pouvais parfois le percevoir dans l'obscurité du couloir qui mène au salon. Je suis sûr que c'était lui. C'était toujours la même démarche. Les mêmes que l'autre fois. Je voyais juste une silhouette. Un volume sombre, indistinct, troué par la lumière du salon derrière. Et puis, les pas repartaient. À force, j'ai commencé à me demander si j'étais vraiment réveillé, si ce n'était pas une espèce de prolongement du cauchemar de l'accident. Vous savez, ce moment où on est entre deux eaux, pas tout à fait endormi et pas tout à fait conscient. C'est aussi à cette période que j'ai commencé à me lever réellement. Je dis me lever, mais c'est un grand mot. Disons, me laisser glisser hors du lit, en priant que mes jambes tiennent. Un matin, ou une fin d'après-midi, je n'en sais rien, les lumières se ressemblaient. J'ai entendu les fameux pas dans le couloir. Encore. Ma sœur n'était pas là. Le médecin non plus. Du moins, je n'avais entendu personne entrer. Les pas se sont arrêtés devant la porte. Puis, plus rien. J'ai eu un déclic idiot. Si c'est quelqu'un qui se cache toujours quand les autres sont là, je dois en profiter maintenant. Je dois voir qui c'est. Je me suis alors assis. Le simple fait de redresser le dos m'a donné la nausée. Je me suis accroché au drap et surtout à l'idée que je devais me prouver à moi-même que je n'étais pas fou. Et j'ai basculé les jambes hors du lit. Je ne savais même pas si je tenais debout. À partir de là, j'ai fixé le couloir sans détourner le regard un seul instant. Il était là. Il était hors de question que cette présence me file entre les doigts. Pour être honnête, je me souviens pas avoir vraiment vu mes pieds toucher le sol. Je sentais juste la froideur sous mon orteil. Une surface lisse et glacée.
Je me suis levé, j'ai failli retomber tout de suite. Mais il y avait quelque chose à ma droite, une sorte de barre ou de montant sur lequel j'ai pu m'appuyer. J'ai avancé, non sans mal, mais j'avançais, les jambes tremblantes comme des feuilles. Un pas, puis un autre, et encore un. Je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, car mon cœur battait à 100 à l'heure, mais j'étais déterminé à mettre un visage sur cette présence. Je n'y pense que maintenant en le racontant, mais je ne regardais pas où je mettais les pieds. C'était plus comme si mon corps devinait. Je contournais quelque chose, puis une autre, sans les regarder vraiment. Il y avait des bruits, un froissement de plastique, un roulis de petits trous, quelque chose qui cliquetait doucement, plus loin dans le couloir. Sûrement dans la cuisine. Je me disais, tu connais ta maison par cœur, tu peux le faire. La chambre, le couloir, le salon, puis la cuisine. Mais plus j'avançais, plus j'avais l'impression que le couloir était trop long. Chez nous, il y a quoi ? 3 mètres entre la chambre et le salon ? Là, j'avais l'impression de marcher beaucoup plus. Chaque pas me faisait terriblement mal. Et puis, j'ai entendu d'autres sons, plus loin. Des voix, plusieurs à la fois. Des portes qui claquent. Un chariot, je crois. Ou un bruit du genre. Je me suis arrêté net. Je me suis collé contre ce que j'ai cru être un mur, le cœur qui battait à tout rompre. Tu délires, Marc. T'es chez toi, les voisins font du bruit, c'est tout. Je me répétais ça en boucle, comme une prière. Et puis, je l'ai senti. Lui, la présence, juste derrière moi. Ce n'était pas un bruit cette fois, c'était un poids dans l'air. Vous allez dire que ça ne veut rien dire, mais je ne sais pas comment expliquer autrement. Comme quand quelqu'un se poste dans votre dos sans parler. Vous savez qu'il est là, même s'il ne bouge pas. Il était tout près, à tel point que je suis certain d'avoir senti un souffle sur ma nuque. Je n'osais pas me retourner. Je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas découvrir un visage qui ne devait pas être là. Qu'est-ce que tu veux ? Ma voix a tremblé. Je m'en souviens très bien parce que c'est la première fois que je lui ai parlé comme à quelque chose de réel. Pas à un cauchemar. Pas à un souvenir. À ça. Et là, il a répondu. Comme un marmonnement incompréhensible à mon oreille. Mais sa main s'est posée sur mon épaule. Elle m'a semblé familière. C'était la même pression légère que sur mon avant-bras l'autre nuit. Froide, patiente. Je me suis raidi. Je crois que j'ai fermé les yeux. Comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans mon lit. Chez moi. Dans ma chambre. Je n'ai rien compris. Alors quand ma sœur est venue me voir, car oui, elle venait quotidiennement voir si j'allais bien, elle m'a dit m'avoir retrouvé dans le couloir, inconscient. Selon le médecin, la douleur aux jambes était si forte que je me serais effondré. Il a dit que j'étais désorienté et que j'avais des propos incohérents. Et surtout, que je devais impérativement rester dans ma chambre. Sauf que j'en étais sûr. Ce qui s'était passé n'était pas un rêve ou une hallucination. Je l'ai vécu. Je me souviens avoir pensé très clairement. Soit je suis devenu fou, soit le monde qui m'entoure n'est pas celui que je crois. Et je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Je crois que c'est cette nuit-là que j'ai vraiment cru qu'il allait me faire du mal. Quand je dis « il », vous savez de qui je parle. La présence, l'ombre au pied du lit. Appelez ça comme vous voulez. Je venais de passer une journée pourrie. Les douleurs dans les jambes étaient pires que d'habitude et même la voix d'Emma n'arrivait plus à couvrir ce foutu bruit d'horloge. Demain, je lui demanderai de l'éteindre. Elle était passée plus tôt, m'avait remonté le drap jusqu'aux épaules et en partant, elle m'avait dit « Tu dors un peu, d'accord ? T'as une sale tête. » Et comme toujours... Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Elle n'avait pas vraiment tort. Qu'est-ce que je ferais sans elle ? Malgré ma vision encore floue, il n'y avait quasiment qu'elle que je pouvais voir clairement. Il faut dire que je connaissais ses traits par cœur, et qu'elle a toujours été radieuse. Quand ma sœur rentre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Sa présence était réconfortante et, à la fois, elle me faisait remonter un sentiment extrême de culpabilité en moi, à cause de l'accident. Puis elle est partie. Je ne sais pas combien de temps après c'est arrivé, je n'arrivais pas à dormir. Il faisait lourd, j'avais chaud, j'avais l'impression que l'air restait collé à ma peau. Je regardais le plafond, me répétant que j'étais chez moi, que tout allait bien, que tout ça finirait bien par redevenir normal. Et puis, derrière la porte, le couloir s'est rempli de bruits. Pas des bruits normaux, pas les pas de ma sœur ni ceux du médecin. Des bruits désordonnés, des choses qu'on déplace, qu'on cogne dans le couloir.
un frottement de caoutchouc sur le sol, un objet qui bascule, qui heurte la plainte. Je me suis raidi dans le lit. Emma ? Rien, pas de réponse. Les bruits se rapprochaient. Ils s'arrêtaient, repartaient, comme si la personne ne savait pas exactement où elle allait. Je dis ça parce que c'était comme si quelqu'un marchait dans le noir ou qui se cognait à tout. Et je me suis dit, on essaye de me cambrioler. C'est sûr. Le bruit de la télé pour camoufler les bruits, les chocs dans les murs, dans le couloir, il n'y a que ça comme explication logique. Je voyais une ombre se découper sous la porte, danser au rythme de ses hésitations. Le bip de l'horloge s'était mis à paraître plus fort, plus rapide, comme s'il suivait mon cœur. Puis, la poignée a bougé, et il est entré. Je ne le voyais pas, mais je pouvais clairement entendre sa respiration. Je dis « il » parce que je suis sûr que c'était le même que d'habitude. La même façon de poser le pied, d'hésiter, de s'arrêter juste au bord du tapis. La même sensation que l'air se resserrait autour de moi. Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de respirer, le plus silencieusement possible, en priant pour qu'il m'ignore. Mon premier réflexe a été de fermer les yeux, comme à chaque fois. Je sais, c'est débile. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Je sentais son regard sur moi, ou ce que mon cerveau a décidé d'appeler un regard. Et puis il a fait quelque chose d'étrange, quelque chose qui m'a glacé sur le moment. Il a posé ses mains sur le drap, au niveau de ma poitrine. Des mains froides, aux gestes maladroits. Il a tiré doucement, comme s'il voulait me recouvrir un peu. Le drap a glissé jusqu'à mon cou. Puis, ses doigts ont remonté l'oreiller sous ma tête, très lentement. Soit j'étais devenu fou, soit il y avait réellement une présence que je ne pouvais pas vraiment voir dans cette foutue pièce. Je n'osais pas bouger. Chaque contact me paraissait démesuré, comme si ses doigts étaient faits de glace. Il a laissé sa main un instant sur mon épaule, juste là, un poids léger, insistant. J'étais paralysé de peur. Je me suis dit, c'est maintenant. Il va m'étrangler, il va faire quelque chose. Mais il n'a rien fait. Rien sauf ça. Sa main a glissé jusqu'à la mienne, sur le bord du lit. Je sentais son souffle, tout près de moi, le même que dans le couloir. Puis il a laissé quelque chose dans ma paume. Un verre d'eau. Je me suis alors surpris à penser qu'il y avait quelque chose ici qui ne voulait peut-être pas me faire du mal. Je me suis alors concentré de toutes mes forces, non pas pour l'entendre lui, mais pour n'entendre que les bruits autour de moi. J'ai fermé les yeux bien fort, comme pour effacer tous les bruits qui m'entouraient un à un, pour essayer de comprendre ce qui restait vraiment. Le bruit de l'horloge s'est alors transformé en un autre son. Un bip plus sec, plus mécanique. Je n'aurais pas su dire quoi sur le moment, mais ce n'était plus le même bruit. En faisant cela, je ne l'ai pas vu davantage. Mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Et puis vous êtes venu me demander de tout vous raconter. Ici le docteur Lambry, unité de rééducation neurologique et sensorielle, centre spécialisé pour grands traumatisés crâniens, patients aveugles et sourds. Compte-rendu d'observation du patient Marc Delorme, 28 ans. Le patient a été admis après un accident de la route impliquant 3 personnes, lui-même, son épouse, Élise Delorme, et sa sœur, Emma Delorme. Le traumatisme crânien de M. Delorme a entraîné des lésions occipitales bilatérales. Le tableau clinique est compatible avec une cécité corticale. Les yeux sont intacts, les réflexes pupillaires sont présents, mais les aires visuelles du cortex ne traitent plus correctement l'information. Comme souvent dans ce type de cas, le patient affirme voir des choses. En réalité, son cerveau reconstruit un environnement cohérent à partir des sons, des sensations tactiles et de la mémoire des lieux. Chez M. Delorme, cette reconstruction a pris la forme de son appartement. Il décrit une chambre, un couloir, un salon, une porte d'entrée, une horloge numérique dans la pièce voisine. M. Delorme est bel et bien dans sa chambre d'hôpital. Celle-ci est attenante au couloir de service. Les bruits qu'il interprète comme domestiques correspondent à l'activité normale du service. Exemple. Le verre d'eau qu'il voit sur sa table de chevet et qu'il n'arrive pas à saisir est, d'après le micro et les vidéos, une télécommande en plastique posée près de sa main. L'horloge numérique qui fait un bruit régulier dans le salon est le moniteur cardiaque de son voisin de chambre.
La télé du salon, qui s'allume dans le couloir, correspond au poste de télévision dans sa chambre d'hôpital. Les couloirs trop longs et les bruits de voisins sont en fait les déplacements du personnel, des chariots, des chaises qu'on déplace, et les portes coupe-feu qui se referment automatiquement. Le patient présente également un phénomène de vision aveugle, ou blind sight. Lorsqu'il se lève et se met à marcher, il affirme se trouver chez lui, dans un couloir habituel, mais modifie sa trajectoire au dernier moment pour éviter des obstacles qu'il ne dit ne pas voir. Les enregistrements et la vidéosurveillance montrent qu'il contourne spontanément un pied de perfusion, un chariot et une chaise. Il n'a pas conscience de voir, mais certaines informations visuelles semblent encore atteindre les circuits réflexes. Un élément revient fréquemment dans son récit, ce qu'il appelle la présence au pied du lit ou l'homme dans le couloir. Le patient décrit une silhouette floue, une respiration proche, des pas hésitants et une main froide qui remonte parfois à sa couverture, repositionne son oreiller ou dépose un objet dans sa main. Il affirme que cet homme a laissé un verre d'eau dans sa paume. Il interprète d'abord ses visites comme une menace, puis évoque une forme de présence qui ne veut pas lui faire du mal mais ne sait pas comment ne pas l'effrayer. Nos images de vidéosurveillance confirment la présence, la nuit, d'un autre patient. Yanis, 32 ans, traumatisé crânien, présentant une surdité profonde et une déficience visuelle. Yanis déambule régulièrement dans le service, en s'orientant principalement par le toucher, même s'il n'a pas complètement perdu la vue. Les enregistrements le montrent entrant dans la chambre de M. Delorme, s'approchant de son lit, remontant la couverture, réajustant l'oreiller et, dans un cas, prenant le verre d'eau posé sur la table pour le placer dans la main du patient. Les sons que Marc identifie comme des marmonnements inquiétants correspondent en réalité aux tentatives de Yanis de prononcer quelques mots. Sa surdité et ses séquelles motrices rendent sa parole difficilement intelligible. Les gestes sont, quant à eux, cohérents avec une intention de réconfort, pas d'agression. Yanis est décrit comme un patient timide, mais attentionné par le service. Pour résumer, nous avons ici un cas de cécité corticale avec reconstruction imaginaire stable, nourrie par la mémoire de son appartement et par la culpabilité liée à l'accident. Les phénomènes décrits comme étranges ou paranormaux par le patient trouvent à ce stade une explication rationnelle. Confusion entre les sons de l'hôpital et les bruits de la maison, vision aveugle permettant d'éviter des obstacles sans perception consciente, interprétation erronée des visites nocturnes d'un autre patient comme une présence surnaturelle. D'après ces éléments, M. Delorme n'est pas psychotique, loin de là. Son cerveau tente de donner du sens à des informations sensorielles fragmentaires, dans un contexte de traumatisme et de deuil, dans un corps non encore habitué à ces handicaps. Un dernier point me chagrine néanmoins. Un élément de son discours demeure, à ce stade, incohérent avec la réalité observée. Des évaluations complémentaires seront nécessaires afin de s'assurer que le patient ne développe pas de troubles psychotiques authentiques, même mineurs. Fin du premier rapport d'observation. Dr Lambry. Docteur, c'est Marc. Vous m'avez demandé de dire ce que j'ai compris. Alors voilà. Je crois avoir saisi l'essentiel maintenant. La maison qui n'existe pas, l'hôpital si, l'horloge qui est en fait un moniteur, la télé du salon qui vient du poste de soins, les couloirs trop longs qui sont les vôtres, pas les miens. Et lui, l'homme dans le couloir, l'ombre au pied du lit. Vous m'avez expliqué que ce n'était qu'un autre patient, Yanis, sourd, abîmé lui aussi, qui se promène la nuit et remonte les couvertures des autres au lieu de dormir. Vous m'avez parlé des vidéos, sa main qui remet mon oreiller, ces marmonnements inquiétants qui ne sont que des mots qui ne sortent plus comme il le voudrait. Vous m'avez même dit qu'un soir, il avait pris mon téléphone posé sur la tablette, qu'il avait déchiffré le titre de la chanson qui s'affichait encore sur l'écran et qu'il avait cherché la même sur la télé pour me la mettre. Notre chanson préférée. La nuit où je croyais qu'un truc voulait me hanter dans le couloir, c'était juste un type cabossé qui essayait, maladroitement, de me rendre un bout de ma vie d'avant. Je m'en veux d'avoir passé des nuits à le prendre pour un cambrioleur ou un fantôme, alors qu'il essayait juste d'être gentil. Tout ça, je l'accepte. Je comprends. Je peux le ranger dans vos explications, même si ça fait un peu mal. Il reste une chose pourtant, qui ne rentre pas dans vos cases. Vous m'avez dit qu'Emma est morte le soir de l'accident. Que, depuis, ma sœur n'a jamais mis les pieds dans ce service. Pas une seule fois. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez ceci.
qui a ouvert les volets le premier matin où je me suis réveillé, qui m'a tendu un verre d'eau en râlant que j'avais une sale tête, qui m'a soufflé en posant sa main sur mon épaule qu'elle serait toujours là. Je ne peux pas avoir tout perdu ce jour-là, et je veux pas le croire. Tout s'explique, docteur. Yanis, les machines, les couloirs, tout. Sauf elle. Je t'ai toujours dit que j'étais ton ange gardien, non? Je te lâcherai pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que ces histoires vous ont plu. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui vous attendent sur Chroniques étranges, avec un nouvel épisode chaque 1er et 16 du mois. Elles sont rangées en 3 catégories. La catégorie horreur, la catégorie thriller, dont font partie les 3 histoires que vous venez d'écouter, et la partie mystère, qui sont basées sur des faits réels et documentés. Le principe, c'est qu'on part d'une image un peu étrange et qu'on essaye de décortiquer son histoire et de découvrir tout ce qui se cache derrière. Bon, dans tous les cas, si ce format vous plaît, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci infiniment de m'avoir écouté pendant quasiment 2 heures. J'en profite pour faire ma petite pub et dire que si vous voulez écouter les épisodes en avant-première sans pub, tout en soutenant directement la chaîne, il y a un lien en description. Pour le prix d'un café, vous aidez vraiment Chroniques étranges à exister. Merci d'avoir écouté cette compilation, je vous dis à bientôt, si vous osez revenir.